100% Bénin, bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Fin de la crise au sein du PSD, Parti social-démocrate. Emmanuel Golou gagne enfin le procès. C'était, entre autres titres, mesdames, messieurs, ayant inondé les réseaux sociaux au soir du verdict de la Cour d'appel de Cotonou et abondamment relayé par la suite par les médias traditionnels. Selon le juge Georges Toumatou, qui aura rendu cette décision, les deux congrès extraordinaires organisés par l'aile Bruno Amounsou n'ont aucune valeur vis-à-vis de la loi, de même que les décisions qui ont été prises. Emmanuel Golou s'est vu alors rétabli de fait dans ses droits en qualité de président du PSD, Parti social-démocrate. Soulagement et scène de liesse de s'en suivre au niveau des militants et sympathisants, mais pas pour longtemps. À la foulée, Saka Liafia, le ministre de l'Intérieur, forme opposition à l'arrêt avec assignation. Nouveau rebondissement dans l'affaire PSD. Quelle implication politico-judiciaire? Le débat avec un homme de droit et un éditorialiste. Déjà, sur ce plateau, Georges Banabé Bago, agrégé des facultés de droit, ancien doyen de la FADEPS, il est avocat au barreau du Bénin. Georges Banabé Bago, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Merci Calvin. C'est un plaisir plutôt partagé. En face de lui, Médéric François Gongo, éditorialiste. Il est le promoteur du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et amis téléspectateurs, téléspectatrices de Sika TV, bonjour. Et merci d'être des nôtres ce matin. Le plaisir, le mien. Emmanuel Golou, le suspense est tout entier. Prendra-t-il enfin les rênes du PSD, nouvelle génération ou originelle? Tout dépend de quel côté on se met. En tout cas, le verdict de la Cour d'appel passe plutôt mal auprès du ministre de l'Intérieur, dont la réaction ne s'est pas fait attendre. Je vais me retourner d'abord vers l'homme de droit, Banabé Bago. Vous avez suivi sans doute ce nouveau feuilleton au niveau du dossier PSD. Oui, j'ai suivi, monsieur Etonji, j'ai suivi le dossier. Et enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Justement pour ça. Oui, c'est ça. Saka Liafia a été mis hors de cause, en première instance. C'est ce que dit la décision. Il avait été mis hors de cause en première instance. Il n'était donc pas entendu en appel. Donc, il n'était pas parti. Et d'ailleurs, il me le dit. Il dit qu'il n'a été ni parti ni représenté devant la cour d'appel de Cotonou. Tout à fait. Alors, lorsqu'on n'est pas parti et lorsqu'on n'est pas représenté devant une juridiction, on ne peut pas faire opposition. Tout au moins, il y a ce qu'on appelle la tierce opposition. Parce qu'il est devenu un tiers. Il n'est pas parti. Il n'a pas été représenté. Donc, comment seuls les partis peuvent faire opposition? Une partie qui a été peut-être convoquée et qui n'est pas arrivée, etc., ou enfin, pour une autre, a été défaillante. Cette partie-là peut faire opposition. Mais si vous n'avez pas été parti ni représenté, en tout cas, ça c'est la technique juridique, vous ne pouvez pas faire opposition. À la rigueur, vous pouvez faire une tierce opposition. Alors, il ne faudrait pas que les gens confondent opposition et tierce opposition. C'est quoi la nuance? Alors, la nuance, c'est ça. L'opposition, vous êtes parti au procès. La tierce opposition, vous n'êtes pas parti au procès. Or, déjà en première instance, il a été mis hors de cause. Ils ne sont pas en première instance ici. Il aurait pu faire appel peut-être, mais il ne l'a pas fait. Donc, il a été mis hors de cause par le tribunal de première instance de Cotonou. Donc, en appel, il n'était plus là, il n'était plus parti, il n'avait pas envoyé d'avocat, rien du tout. Là, il ne peut pas faire opposition. La tierce opposition, c'est lorsqu'on n'a pas été parti et qu'on n'a pas été représenté, on est devenu tiers dans la procédure. Il est devenu tiers dans la procédure et donc il ne peut faire que tierce opposition. Et les conditions ne sont pas les mêmes, évidemment. Les effets non plus. Or, lorsqu'on lit un peu ce que l'assignation oui, mais il dit que cet arrêt fait préjudice à ses droits. Ça préjudicie à ses droits. Lesquels? Dans la décision d'appel, on n'a pas parlé de ses droits. Alors, il faudrait que cette décision fasse
préjudice à ses droits en appel, puisque nous sommes en appel, avant qu'il puisse faire opposition. Donc, il ne peut pas faire opposition ici. Il ne peut pas faire opposition. Il peut pas faire opposition. C'est vrai qu'il y a une erreur, moi j'appelle ça erreur, qui s'est glissée un peu dans la décision, où le juge dit, par ses motifs statuant publiquement, contradictoires, etc., à l'égard de ceci, et par défaut à l'égard de Saka Lafia, en matière civile. Alors, c'est peut-être ça qu'il a induit en erreur. Parce que le juge ne pouvait même pas parler de défaut à l'égard de Saka Lafia, puisque Saka Lafia n'était pas en appel. C'est le juge d'appel qui parle ici. Ce n'est pas le juge de première instance, c'est le juge d'appel. Donc, il dit, par défaut, ça veut dire que, en principe, le juge ne veut même pas mettre cette phrase-là. Elle est de trop dans son dispositif. Elle est de trop. Et c'est peut-être sur cela que ses avocats et lui-même se sont accrochés pour faire opposition. L'opposition, c'est une voie de recours normale. La tierce opposition, c'est l'opposition ressemble à l'appel, disons ça comme ça. L'opposition ressemble à l'appel. Vous ne pouvez pas aller en appel si vous n'êtes pas quand même dans la décision, si vous n'êtes pas parti. N'importe qui ne peut pas venir pour faire appel dans une décision. Il faut que la personne soit là d'abord, soit partie à la décision avant de pouvoir faire appel. C'est ça. L'opposition et l'appel sont à peu près les mêmes. La tierce opposition, c'est que vous n'êtes pas parti, vous n'êtes pas dans la décision, mais la décision vous porte préjudice, ça vous porte grief. Je prends l'exemple. Je prends l'exemple du dossier Aroglele à Ouida, par exemple. Vous savez, c'est 2 familles ou 3 familles qui avaient des problèmes. La décision a été rendue sur 3300 et quelques hectares et plusieurs familles, n'est-ce pas, ont été désormais concernées par cette décision dans laquelle elles n'étaient pas invitées. Donc ces familles-là peuvent faire tierce opposition parce qu'elles n'ont pas été parties, elles n'ont pas été représentées, etc. Donc du coup, évidemment, il faut qu'elles viennent un jour montrer leurs droits, dire ce que sont leurs droits. Et c'est en cela que la tierce opposition existe. Des gens qui ne sont pas partis au procès, qui ne savaient même pas qu'il y a un procès, et qui subitement voient leurs droits bafoués, ou bien on marche sur leurs droits, comme le cas de Ouida, de famille là. Donc, elles font tierce opposition. Mais, M. Saka Lafia, et dans ces conditions, puisque nous sommes en appel, il a été mis hors de cause, déjà en première instance. Donc, il n'était pas en appel. Il n'était pas parti en appel. Donc, il ne peut pas faire opposition. C'est lorsque vous êtes parti seulement que vous pouvez faire opposition. Je crois que j'ai été assez clair. Vous avez été assez clair. Je vais écouter l'éditorialiste avant de revenir vers vous. Oui, Médéric François Gongo, voilà une décision qui est tombée et qui a commencé à faire réagir ça et là. Et le ministre de l'Intérieur qui s'est invité dans la danse. Et le regard de l'homme de droit que vous venez de suivre. Vous savez, au lendemain de la conférence nationale à la faveur du multipartisme intégral, les associations de développement se sont transformées en clubs électoraux et nous avions vu la naissance de plusieurs partis politiques beaucoup plus bien installés dans les régions, animés par des gens des ethnies qui se ressemblent, qui sont proches et qui se sont transformés en clubs électoraux et qui ont régenté la vie publique, animant vaille que vaille le paysage politique du pays. C'est dans ce cadre que nous avions eu beaucoup de partis politiques, je vais nommer le FALAFIA, le PRD, TC, PSD, Renaissance du Bénin un peu après, des partis qui ont été formés mais qui n'ont pas connu des fonctionnements des partis politiques ainsi que prévus dans un système de démocratie libérale. Beaucoup parleraient de clubs électoraux, on parlait de partis entreprises. Et très tôt, nous avions vu que ces partis politiques n'ont pas survécu aux vicissitudes, aux aléas des changements de régime. C'est ainsi que on a eu le PRD Nouvelle Génération, on a eu l'autre aile du NTC, on a eu le parti phare, on a eu des dissidences au niveau de la Renaissance du Bénin et subsidiairement au niveau du PSD qui a su certainement, compte tenu de sa zone de prédominance réduite, s'arrimer aux grands ensembles
tout au long de l'évolution politique du Bénin pour traverser les élections et essayer de se faire une place au soleil. Premier cas. Deuxième cas, nous avions compris que l'actuel chef d'État arrivait avec une majorité parlementaire hétéroclite et n'ayant pas été soutenu par les grands ensembles politiques du moment, était obligé, dans la logique de faire passer des lois pour avoir les réformes qui étaient même la crème de cette étape de campagne, de son engagement politique, le chef de l'État a été obligé de tenter de procéder à des implosions de certains grands ensembles politiques, à défaut de les avoir sous boisseau. Dans ce cadre qu'est née la crise au niveau du PSD. Mais pour ce que nous savons, déjà en 88 ou 89, à la création du PSD, le président Bruno Amoussou était à l'étranger. Pour ce que nous savons, dans le fonctionnement du PSD, il y a eu des ténors comme les Valentin Agbo, les Emmanuel Golou, les Félix Essou-Dansou et beaucoup d'autres d'ailleurs qui ont eu à jouer des rôles importants et qui ont réussi à maîtriser ce parti politique. Ce qui peut être justifié par la maîtrise des tests, par ceux qui sont avec le gagnant d'aujourd'hui, qui, si on devrait s'en tenir seulement à adhésion en première instance, aurait abandonné, aurait coupé les chines et aurait complètement abandonné le combat. C'est dans ce cadre qu'intervenue cette décision, déboutant, j'allais dire, le principal acteur de la création des deux blocs de la majorité présidentielle aujourd'hui, puisque il est afflairé que c'est sentant l'échec du PSD au tribunal qu'on est vite parti vers les deux blocs. Il est affleuré cela. Il est affleuré également que c'est sentant la débâcle. Lorsqu'on voit le temps que la décision a pris là au niveau de la première instance, c'est le même cas pour la Renaissance du Bénin, il est aisé de comprendre que soit on était en train de chercher des astuces pour un passage en force et favoriser le gouvernement, et là la décision du ministre de l'Intérieur nous conforte dans cette accession, ou soit on voulait pas, des juges ne voulaient pas être responsables de ce jugement qui pourrait porter atteinte à leur carrière, l'un dans l'autre. Passer la première instance au niveau de la cour d'appel, la raison a été donnée à celui qui était dans le droit. Et le ministre de l'Intérieur de réagir. Il réagit maladroitement, nous le constatons, parce qu'il n'est pas partie prenante. Il réagit confortant l'instrumentalisation étatique de la justice, ou gouvernementale de la justice. Il réagit tombant dans le piège de l'absence de finesse, de l'absence de doigté, de minutie dans toutes les actions du gouvernement, où généralement on agit avant de réfléchir, où généralement lorsqu'on voit certaines actions, on pourrait être amené à s'inquiéter de la capacité et de la qualité des professionnels de droit qui entourent le chef de l'État. Je n'ai aucun doute sur le diplôme, mais avoir les diplômes, c'est autre chose. Avoir les compétences également, c'en est une autre chose. On peut me dire également que les techniciens ne sont pas écoutés et que le chef de l'État, dans cette logique, parce que lorsqu'on voit le fonctionnement des partis politiques dès leur création jusqu'à aujourd'hui, leur implosion, leur réajustement, les ralliements qui se font indépendamment des idéologies politiques et des visions politiques, parce qu'on ne sait plus qui est qui. On voit des libéraux ensemble avec des sociodémocrates, on voit des extrémistes qui arrivent à dealer avec, j'allais dire, des souverainistes, on voit des nationalistes qu'on ne connaît plus par leurs options. Bref, dans cette atmosphère politique instable, où la charte des partis politiques, la revisitation des chartes des partis politiques se trouvait être d'une urgence extrême, et là tous les députés
ont voté la révisitation de la charte des partis politiques à une grande majorité, ce qui n'est pas le cas pour le code électoral. Au-delà de tout cela, nous notons le déclin d'une pratique et la résurgence, le déclin d'une pratique de tous ceux qui supportent le président Bruno Moussou, où on a pris fait et cause pour être régimiste systématique, indépendamment de l'existence et de l'ancrage du parti politique, même si l'on est social-démocrate et progressiste par la suite. On voit que ces ensembles qui se sont retrouvés autour du PSD, que ce soit dans le cadre de l'UBF, que ce soit dans le cadre de l'Union fait la nation, que ce soit dans le cadre de l'Union progressiste et subsidiairement du bloc républicain, on sent que la relative indépendance des juges de la Cour d'appel nous amène à mettre en évidence les réelles motivations des gens qui s'engagent dans la chose politique. Est-ce qu'on s'y engage pour poursuivre un objectif? Et là, on serait rigide par rapport à ces options idéologiques et on ne le serait pas changeant au gré du pouvoir, au gré des intérêts, évoquant des raisons les plus abjectes que fallacieuses, ou bien tout simplement, on prend la chose politique comme un tremplin pour avoir voix au partage du gâteau national. Et le ministre de l'Intérieur, comme vous l'avez dit, pour finir rapidement, le ministre de l'Intérieur semble beaucoup plus s'embourber suite à l'interventionnisme avancé que l'on a constaté dans la gestion de tous les dossiers qu'on lui a confiés, et on a comme l'impression qu'on donne les ordres indépendamment du droit et de l'état de droit et sans tenir compte de l'habillement des décisions politiquement correctes. En tout cas, la décision, elle est prise. Le ministre Mattel, il demande à la Cour d'ordonner le sursis de l'exécution du dit arrêt et sa rétractation en toutes ses dispositions. Oui, monsieur Etonji, si nous sommes dans le cas de l'opposition, c'est possible. Ce sont les effets de l'opposition. Lorsqu'il y a opposition, effectivement, il y a un sursis automatique. C'est même pas besoin de demander. Vous continuez de le dire si nous sommes dans le cas de dans le cas de l'opposition. Parce que nous n'y sommes pas du tout. Pas du tout. Enfin, en tout cas, rien qu'à lire son assignation, lui-même avoue qu'il n'a été ni parti ni représenté devant la Cour d'appel, et etc., qu'il a en cours que cet arrêt en cours de nombreux griefs et mérite rétractation pure et simple. Ce n'est pas possible. Lorsque nous sommes en matière... Il n'y a pas de gymnastique possible? Mais la seule gymnastique, c'est que le juge dise qu'il est compétent pour l'opposition. Et c'est dommage que le juge... Évidemment, vous avez parlé tout à l'heure, Frédéric Ngongo, de l'instrumentalisation de la justice, de la relative indépendance de la Cour d'appel. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un disait il n'y a pas longtemps que lorsque nous sortons, nous perdons toutes nos décisions, enfin, toutes les procédures sont perdues, mais lorsque nous sommes au Bénin, nous les gagnons toutes. Alors, je crois que la Cour d'appel a été, je crois, assez... Vous avez appelé le nom de comment il s'appelle, Tout Georges. Oui. Mais je crois qu'il n'est pas seul. C'est une collégialité. Il y a au moins 3 juges, effectivement. Donc, cette relative indépendance, n'est-ce pas, ne peut que servir le Bénin. Et évidemment, vous l'avez dit, l'injustice, enfin, la maladresse, n'est-ce pas, avec laquelle le ministre de l'Intérieur, très rapidement, a déjà été rendu le lendemain déjà, il a trouvé des avocats pour formaliser son opposition, etc. Sa dite opposition. Alors, si moi j'étais le juge, puisque ça repartira devant le juge, les juges de la Cour d'appel, les mêmes, si j'étais, je dirais tout simplement que je ne suis pas compétent pour cela. Il ne s'agit pas d'opposition. Même si dans la décision, on a parlé de défauts à l'égard de... C'était une erreur, une phrase maladroite qui s'est glissée dans l'arrêt. Sinon, en fait, lorsqu'on voit tout, il a été mis hors de cause déjà depuis la première instance. Qu'est-ce qu'il cherche encore en appel? Il n'a rien à faire en appel. À supposer que le juge dit qu'il n'est pas compétent, à quoi pourrait-on assister? Là, il sera obligé de refaire encore une autre assignation, et cette fois-ci, je lui donne le conseil, de faire une tierce opposition. Mais attention, les délais jouent beaucoup dans ce genre. L'opposition, c'est comme l'appel. L'opposition, c'est 1 mois seulement. Et la tierce opposition, ça dépend si c'est incident, si c'est principal, enfin, ça c'est le thème technique. Et là aussi, les délais sont
très compté. Alors, si en temps il y a la conclusion, s'il perd son temps dans l'opposition et que finalement il se déclare, il voit que ce n'était pas du tout la bonne voie et qu'il prend après la tierce opposition, s'il est encore dans les délais, peut-être, oui. On lui donnera encore d'autres juges qui jugeront encore. Mais je ne vois pas les griefs. En tout cas, lorsqu'on lit l'arrêt de la Cour d'appel, oui, on ne voit pas les griefs dont il parle. Quels sont les griefs articulés contre le ministre de l'Intérieur? Vous n'en trouvez pas? Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas très au fait des choses politiques, mais rien qu'à lire l'arrêt, je ne vois pas du tout dans cet arrêt. Vous ne perdez pas de vue que le ministre de l'Intérieur a pu valider ce congrès, et ce qui a permis après au ténor de migrer vers de grands ensembles. C'est ça. Alors une décision comme celle-là peut avoir de lourdes conséquences. Mais le problème, c'est qu'on lui a dit qu'il n'est plus, on l'a mis hors de cause. Il n'avait rien à voir. Donc il n'a rien à voir. Déjà dans la première instance, il n'avait rien à voir, puisqu'on l'a mis hors de cause. Maintenant, en appel encore, là, c'est encore clair. On n'a même pas, et lui-même le dit qu'il n'a été ni parti ni représenté. Donc qu'est-ce qu'il cherche à faire opposition? Barnabé Bago, vous voulez dire que si la décision de la Cour d'appel reste telle qu'elle, tous ceux qui au nom du PSD ont fusionné avec de grands ensembles n'ont rien à craindre, ils peuvent continuer leur chemin. Emmanuel Golo fera du PSD ce qu'il voudra. C'est bien cela? C'est bien cela. Si on comprend bien, si on comprend bien la décision de la Cour d'appel, c'est bien cela. Donc le ministre n'a rien à craindre. Et les leaders qui ont pu, au nom de ces congrès, faire les déplacements et les positionnements qu'on connaît, non plus, rien. En tout cas, le ministre n'a rien à voir dans ces congrès-là, enfin, dans cette configuration-là. Parti Union progressiste, on sait bien que c'est ça qu'il s'agit finalement. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait. Alors, donc, il n'a qu'à s'occuper de son parti Union progressiste. Parce que c'est de ça qu'il lui s'est occupé. Il me semble. Maintenant, le PSD, c'est autre chose. Et la Cour d'appel dit, ben, écoutez, vos congrès, etc., on avait dit que les congrès étaient, je sais pas quoi. Non, nous, on trouve que les congrès étaient légaux. Donc, du coup, il n'y a pas de souci. Vous continuez, Emmanuel Golou, vous continuez votre PSD. Mais le ministre de l'Intérieur n'a rien à voir avec cela. Oui. Ben, la question, je la repose autrement. Oui. Mais les congrès qui ont été validés, pour lesquels le ministre de l'Intérieur a pris un certain nombre de dispositions pour que ces congrès se tiennent, conduites par le PSD sous l'aile Bruno Amouchou, ces congrès ont permis à ces leaders en son temps, après, de dire unanimement qu'ils migrent vers une formation politique que tout le monde connaît. C'est ça, qui est le PSD, qui est le Parti Union progressiste. Bon, aujourd'hui, avec une décision comme celle-là, ceux-là n'ont rien à craindre. Mais en principe, non. En principe, non. En principe, non. Okay. Il est important. Le ministre a été mis hors de cause déjà, depuis la première instance. Oui. Ça, on sait. C'est ça. Donc les autres, la décision tombe. Donc ils doivent, surtout que c'est un appel, ils doivent sur cela. Je ne vois pas les griefs, en tout cas, qui sont portés contre le ministre de l'Intérieur dans cette décision-là. Je ne sais pas si vous en trouvez, dites-moi. Non, le journaliste pose juste les questions. Je vous demande alors aux politiques, dans un contexte comme celui-là, où hier, vous pouvez vous frotter les mains parce qu'il y a une décision qui vous permet d'opérer des choix et de vendre un label. Hier, PSD. Aujourd'hui, ce label, on dit que vous avez utilisé, qui vous permet d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Vous l'avez utilisé arbitrairement. Comment l'éditorialiste analyse cela? Vous savez, ce qui apparaît comme une victoire pour l'honneur et pour la restauration du droit pour Emmanuel Golou. Donc c'est une victoire pour l'honneur. Pour l'honneur. Et pour la restauration du droit pour Emmanuel Golou, le président Emmanuel Golou, se trouve être la certification d'un déclin politique, des pratiques politiques aux antipodes de l'éthique et de la morale qui régentent la vie politique ainsi que nous l'ont enseigné tous les grands penseurs de la philosophie politique de Platon, Montesquieu, de Leibniz à Spinoza et autres, à Durkheim, à Kant et tout ça. Les pratiques qui ne se limitent qu'à l'occupation des postes politiques, qu'à la jouissance des pratiques assimilables à celles des carriéristes politiques, ont vécu par rapport à la restauration de la présidence du PSD au président Emmanuel Golou.
l'interventionnisme poussé du ministre de l'Intérieur dénote d'une forte intrusion de l'exécutif dans le judiciaire, et ceci n'est pas le premier cas. Ce qui amène la plupart de ceux qui ont maillé partie avec le Bénin et qui ont perdu sur le plan national, du moins en première instance, à presque tout gagné au niveau de l'international. Le cas de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans le fameux dossier de 18 kg de drogue pure est édifiant. Le récent cas par rapport à Sécuriport, eu égard au contrat concédé à Mofordis, est éloquent. Pour vous dire que on ne travaille pas à une gestion politique des dossiers, mais on travaille beaucoup plus à une gestion politicienne sur fond de travail de cabinet d'avocats qui s'érige beaucoup plus en censure des fonds publics par des mécanismes qu'on ne comprend pas, parce que, à l'évidence, tous les procès qu'on a amené le gouvernement à intenter contre X ou Y, ou bien foire, ou bien peine à prendre corps, et là, on évolue de chef d'accusation en chef d'accusation, on dessaisit certains juges pour confier le dossier à d'autres et les décisions viennent rapidement. Suivez mon regard. Bref, nous sommes, en mettant en évidence cette décision et la maladresse notoire du ministre de l'Intérieur, encore une fois, qui apparaît, difficilement maîtriser les dossiers, et il a raison, puisqu'il n'est que vétérinaire. Donc, cette maladresse, excusez-moi du peu, cette maladresse nous amène à constater qu'on confine le chef de l'État dans la logique du juridisme béat avec l'ouverture de plusieurs fronts inutiles. Inutiles. Il doit avoir minimum avec les acteurs politiques, les opérateurs économiques et tout ce qui régentait la vie publique, il doit avoir un minimum de 40 dossiers. Et on ouvre ces dossiers au nom de l'État. On fait sortir l'argent public alors qu'on sait d'avance, parce que ce n'est pas des enfants qui entourent le chef de l'État sur le plan juridique, on sait d'avance qu'on ne peut rien gagner à l'étranger, que même si à l'intérieur on arrivait à colmater les brèches et à faire des passages en force. Le président Bruno Amoussou, je l'ai écrit comme les autres l'ont déjà fait. Je veux parler du président Nago, je veux parler du président Edikola Olé, je veux parler de certains autres, même s'ils ont été contraints par cette fameuse affaire de quitus ou de certificat de conformité. Le président Bruno Amoussou devrait tirer les leçons de cette situation et savoir qu'il faut quitter la scène avant que les rideaux tout compte fait, ne tombent. Bruno Amoussou ne s'est pas prononcé directement jusqu'à preuve du contraire, mais par rapport Faisons à une ce analyse dossier, politique. et l'a lu, tout à fait, Médéric-François Gogo, mais par rapport à ce dossier et la justice qui s'invite une fois encore, Banoé Bago, est-ce qu'il arrive effectivement que les avocats un peu se retrouvent dans des postures d'acteurs politiques, pensant un peu trop à eux, au lieu d'aider l'État à faire les choix qui s'imposent. Puisque vous dites, le ministre, à bien vous suivre, n'avait même pas à prendre une option comme celle-là. Mais c'est chose faite, moins de 24 heures après la décision de la Cour d'appel. Oui, vous savez, moi, c'est difficile de parler des avocats, puisqu'il y a une déontologie. Non, je parle du corps. Il y a une déontologie, et puis je ne peux pas en parler comme cela. Okay. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'on remarque, et Médéric Congo l'a dit tout à l'heure, ce qu'on remarque, c'est l'instrumentalisation de la justice. On passe par la justice pour régler tous les problèmes possibles. Alors, la criette, par exemple, on va pas vous voyez ça aussi comme ça? ça? Ah, ben bien sûr. Mais j'ai plein de dossiers comme ça. Nous avons plein de dossiers dans lesquels l'État béninois est inconfortable, il se sent inconfortable, et donc on passe par les avocats, évidemment, certains avocats qui sont plus proches que d'autres, qui sont plus proches du pouvoir que d'autres, on passe par ces avocats-là. Évidemment, eux, ils font leur travail aussi, qu'est-ce que vous voulez, justifie les émoluments. Pas les temps difficiles. Justifie les émoluments. Pas les temps difficiles, coucou. Vous ne pouvez pas dire à tout le monde d'être... je ne dirais pas d'être honnête ou bien de faire ceci. Non, les gens sont des avocats et puis toute cause est défendable pour un avocat. Donc les avocats, eux, parfois, ils s'alignent
il s'aligne, et l'État, justement, évidemment, il y a d'autres en haut, bien en haut, qui tirent les ficelles. Peut-être des anciens avocats qui sont dans la politique, ou bien, vous voyez mon regard aussi. Et donc, là, il y a beaucoup de dossiers comme ça, où la criette, on envoie les gens à la criette, juste pour les faire taire. J'ai au moins 3-4 dossiers avec moi, où on refuse au greffier en chef de délivrer les grosses, par exemple. On refuse. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Le cas de la nouvelle tribune. Non, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Et donc, ou alors on les envoie à la criette. Je me rappelle un pauvre citoyen qui avait, je ne vais pas appeler son nom, qui avait fait son affaire et qu'on a voulu lui prendre ça. Parce que c'est des trucs au port, il avait construit le puits qu'ils font au port, il a l'essence qu'il met là-dedans. Et il a plu, n'est-ce pas, vous savez, à ceux qui sont bien placés, de prendre cela. Et on est parti jusque devant la cour d'Abidjan. Et Abidjan a dit, ben non, il a raison, etc. Remettez-lui son dû. Il arrive ici, on dit non, il va payer. Il va payer la grosse, etc. On bloque tout ça. On dit non, il ne peut pas, ne délivrez pas cela. Il a tout fait, il a pu faire des saisies. On est venu pour faire les mains levées sur les saisies, etc. Et maintenant, on a donné l'ordre à tous les huissiers de ne plus accompagner ces justiciables-là. C'est pas vrai. J'ai le cas avec moi. Il y en a plein comme ça, c'est même pas le seul cas. Donc on dit aux huissiers, si jamais vous faites ça, on donne l'ordre, on va jusqu'à avoir l'ordre des huissiers pour dire, écoutez, arrêtez, si vous continuez encore à faire des saisies sur les biens de telle ou telle entreprise, vous savez très bien qui sont ceux qui sont actionnaires dans ces entreprises-là. Si vous continuez, nous allons, le premier huissier qui fera cela, on va lui enlever sa charge. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que les pauvres huissiers ne veulent pas quand même, ils veulent vivre, hein, ils ont leur famille, ils sont vivre, et tout le monde se retire. Si les faits se présentent tels que vous nous les exposez, oui. Cela signifie que le dossier PSD peut connaître encore d'autres développements dans les prochains jours. Bien sûr, si le ministre de l'Intérieur lui-même s'affiche comme ça, dès le lendemain, je crois bien, dès le lendemain ou dans les 24 heures, il a déjà fait opposition, etc. Bon. S'il le fait, c'est parce que ça le dérange. Et ils vont passer par tous les moyens pour faire tomber justement cette décision-là. Mais écoutez, on en parlait tout à l'heure d'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. Il faut que ça s'arrête. Ça se poursuit. Non, mais il faut que ça s'arrête. Non, mais ça ne fait que s'amplifier. Si vous faites peur aux huissiers pour pratiquer des saisies, et les avocats également, dès que vous faites, peut-être que moi je ne sais pas, on viendra voir dans mes comptes aussi au cabinet pour me faire payer les impôts, etc. C'est ce qui se passe. Donc, on met des pressions sur les auxiliaires de justice. Évidemment, les juges n'en parlons plus. Les juges, malheureusement, vous savez très bien qu'aujourd'hui, ils sont tous tenus par le Conseil supérieur de la magistrature, et qui est une composition qui ne les arrange pas. Et il n'y a plus personne pour parler. Alors donc, du coup, les juges ont peur. Les auxiliaires de justice qui doivent quand même prendre la relève, évidemment, on fait pression sur eux aussi, d'une manière ou d'une autre. Et puis, évidemment, tout est comme ça. Alors, je crois que... J'espère que ça ne finira pas cesser un jour. Parce que tout le mal qu'on fait, justement, à la démocratie, et surtout, au pouvoir judiciaire. Parce que chez nous, c'est un pouvoir judiciaire, ce n'est pas une autorité. Même là où c'est une autorité judiciaire, on ne fait pas cela. Alors nous disons que nous sommes un pouvoir judiciaire et on ne voit rien. Heureusement d'ailleurs qu'il y a des magistrats comme ça, comme ceux de la Cour d'appel, et vous avez cité le nom de Toumantou Georges, et je ne crois pas qu'il soit à sa première forme d'indépendance. Non, ce n'est pas la première fois. Voilà, ils ont toujours montré qu'ils sont indépendants. Faites ce que vous voulez. Alors il faut remercier déjà ces juges-là, ces juges de la Cour d'appel, qui quand même sont assez clairvoyants pour dire qu'il y a un avenir pour le Bénin. Il n'y a pas qu'aujourd'hui. Demain viendra. Et ces juges-là, je crois que nous allons leur tresser, des lauriers. Parce que pour leur montrer qu'en cas de dictature, pendant la dictature, ils ont été assez indépendants. Ils n'ont pas été, ils n'ont pas été des couards, ils n'ont pas été des peureux, ils n'ont pas été des lâches. Ils ont rendu la décision qu'il fallait, c'est-à-dire que le droit prime sur la politique et tout le reste. Quand l'homme de droit dit pendant la dictature, j'imagine que c'est un lapsus où il fait une comparaison. Le Bénin reste un État démocratique, n'est-ce pas? C'est ce que nous disons à l'intérieur. Mais vous savez qu'à l'extérieur,
c'est autre chose qui se dit de nous. Oui, C'est pas pour rien que les décisions de justice que nous envoyons à l'extérieur, et Ndeko Gongo l'a dit tout à l'heure, nos décisions de justice, nous les perdons tous à l'extérieur et nous les gagnons tous à l'intérieur. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que faire pour aider le Bénin à se repositionner de la meilleure des façons qu'il soit sur le plan judiciaire, tout en voguant entre le politiquement correct et les faits existants, l'éditorialiste Médéric François Gongo? Vous savez, pour avoir été élu, pour avoir été plébiscité à une majorité écrasante de 65%, c'est vrai que je doutais de l'élection. J'avais même travaillé à ce qu'on empêche cette élection, en travaillant sur des citoyens, en essayant d'objecter les consciences pour leur montrer la dangerosité de l'élection d'un ancien partenaire de son prédécesseur, avec qui il était en difficulté, et avec qui il était devant les juridictions par rapport à plusieurs affaires. Ça allait être un éternel recommencement. Pas parce que j'avais quelque chose de particulier contre l'homme, mais je constate à la réalité des faits que mes convictions étaient fondées. Ces convictions se retrouvent reconfortées aujourd'hui par les difficultés que le premier des Béninois a établi une frontière entre le modus operandi lorsqu'il était homme d'affaires et les réalités politiques d'un pays. Et ce n'est pas de sa faute, puisque lui, il a le mental de gagneur. Il a le mental de quelqu'un qui met tout en jeu pour gagner ses affaires. Et puisque le Bénin était devenu presque comme une affaire pour lui qu'il devrait gagner, pour redorer son blason qui aurait été terni parce qu'on l'avait présenté comme le criminel à 2 reprises, coup d'État et tentative d'empoisonnement, il voulait redorer son blason. Et il a voulu procéder aux réformes. Malheureusement, toutes les réformes politiques se sont échouées. Il a voulu procéder aux réformes dans le secteur judiciaire. Il y est allé, aidé par ses anciens avocats. Mais à l'évidence, on constate que les structures qui ont été créées étaient des structures fantoches, parce que la criette n'est connue ni par les magistrats reconnus, ni par les avocats, ni à l'international, ni par le peuple béninois. On constate également que c'est selon que vous soyez avec le système ou pas, que la justice des hommes du pouvoir vous blanchit ou vous noircit, ou vous kidnappe un petit matin de 4 heures chez vous, nonobstant ce que le droit dit par rapport à la liberté individuelle et collective. On constate aujourd'hui que, avec l'adhésion du PSD, ce qui pourrait également être l'adhésion de la RB, parce que lorsque vous voyez tout le temps que ça a pris, généralement, si c'était en faveur de ceux qui supportaient le pouvoir, on allait vite lâcher ce morceau. On allait même lâcher les 2 morceaux avant même que les 2 blocs ne se créent. Aux incidences politiques, peut-on dire, à la lumière de la nouvelle charte des partis politiques, composée par des anciens partis politiques, si ce n'est pas qu'on se soit sabordé au niveau du PSD, peut-on dire que les blocs qui sont en quête de légitimité sont également des blocs légaux? Peut-on dire que si d'autres partis politiques arrivaient à intenter des procès, ici ou ailleurs, contre la légalité, ne serait-ce que par rapport à la composition du principal socle du bloc progressiste, c'est le PSD. Et j'étais au stade lors de la création du PSD, dans la salle, j'ai écouté le président Bruno Moussou, qui disait qu'il n'était pas au soir de sa carrière politique, qu'il était à midi de sa carrière politique. Et je vois autour de lui des lieutenants qui maîtrisent au moins son fief. Peut-on dire que c'est un éternel recommencement au niveau du PSD? Quelle sera alors la pomme de discorde prochainement? Voilà autant de questions que nous devons poser pour dire que le Bénin n'a pas besoin de tout ça. Le Bénin n'a pas besoin des querelles inutiles, des fronts de combat inutiles, généralement avec des gens qui ont sué, eau, sueur et sang. Si je me répète, pour que ce pouvoir-là soit là,
Que diantre? Je me demande si c'est seulement pour participer au partage de la manne nationale que des êtres humains, des universitaires, des personnalités moralement établies en arrivent à oublier le peu d'honneur, le peu de dignité qu'on leur reconnaissait. Je m'interroge. Au niveau de la presse, on me dira que c'est des entreprises de presse. Mais lorsqu'on s'engage politiquement, lorsque je suppose qu'on a fait le Ragemo, lorsqu'on a fait la FEANF en France, lorsqu'on a fait la JUD, lorsqu'on a fait le FACEN, lorsqu'on a fait tous ces anciens mouvements politiques qui ont été pour nous des laboratoires, des références, nous les jeunes qui avions fait le mouvement politique du PRPB en ce moment, lorsqu'on a fait tout cela, est-ce qu'il est bienséant, au soir de sa carrière politique, de laisser ce spectacle désolant? Donc il va falloir oui, repenser les paradigmes qui préludent aux engagements politiques. Et c'est de cela que j'aurais aimé que la charte politique s'occupe. Est-ce qu'on doit être acteur politique parce que du jour au lendemain, on a envie d'être élu député? Ou est-ce qu'on doit avoir été à l'école? Est-ce qu'on doit avoir des parcours? Voilà la principale question. Parce que quoi qu'on dise, oui, le président Emmanuel Golou de l'International socialiste va se retrouver quinqué lors des rencontres au niveau du continent et ailleurs. Il va repositionner ceux qui lui étaient fidèles, si ce n'est pas ici, dans beaucoup d'instances ailleurs et dans beaucoup de pays. Même ceux qui font d'autres travaux que politiquement, ils auront des positionnements ailleurs. Le président Bruno Amoussou va semer du doute autour de sa personne et les rares soutiens, les indéfectibles soutiens qui sont encore avec lui parce qu'ils pensent qu'il reste demain le baobab, qui puisse le permettre d'avoir accès à la manne, au partage de la manne nationale, le président Bruno Amoussou se fera fuir comme le miel qui n'a plus le nectar qui constituait la principale source d'attraction des moucherons qui s'agglutinaient autour de lui. En tout cas, politiquement, mesdames, messieurs, la CAT n'est pas du tout des plus reluisantes. Le dialogue appelé de tout vœu pourra-t-il enfin aider à rendre cette CAT plus clairsemée, la CAT politique béninoise, dit-on? Les prochains jours, on en saura un peu plus, mais pas d'indice très rassurant pour permettre d'espérer des jours bien meilleurs. Quoi qu'il ne faudrait pas désespérer. Banabé Bago, oui. Aujourd'hui, la question posée sous l'angle de ces crises, la justice se trouve au premier plan. Et quand on vous suit, c'est à croire que le pouvoir ou la justice en tant que pouvoir n'existe que de nous. Oui, depuis un certain temps, depuis quelques années déjà, nous avons une justice aux ordres. Nous avons une justice aux ordres, elle n'est plus indépendante du tout. Et puis, bon, on fait ce qu'on veut. Pour ce qui concerne la charte des partis politiques, je crois qu'il faut dérabattre toutes les cartes maintenant. Parce que vu les décisions qui tombent, nous sommes obligés. C'est pour ça, comme l'a dit tout à l'heure Médéric, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même comprendre que des partis comme l'AAB, les décisions sont là depuis, il n'y a plus rien. C'est pas normal. C'est pas normal. Le Bénin n'est pas l'affaire d'une seule personne. Le Bénin n'est pas l'affaire d'un groupe. Le Bénin est l'affaire de tous les citoyens, de tous les Béninois. C'est ce que la charte et le code ont voulu éviter. Oui, malheureusement, ça n'a pas marché. C'est un échec. En tout cas, le chef de l'État ne s'y oppose pas à l'idée qu'on se revoie, qu'on s'asseye et qu'on corrige ce qui doit l'être. Il a annoncé, vous l'avez suivi. Je crois que ceci prenne corps, cette rencontre. Je crois que les partis politiques ont fait ce travail-là déjà. Pendant la période de campagne, des élections, on les a invités à se regrouper et elles ont fait une relecture. Elles ont fait une relecture de la charte des partis politiques, du code électoral. Et il y a des choses, n'est-ce pas? Mais pourtant, on n'a pas voulu du tout de cela. Alors, on attend pour voir. De quoi s'agira-t-il? Banabé Bago, oui. L'avenir politique, mais aussi judiciaire du Bénin, si vous devez conclure par rapport à la grande entente du grand nombre pour voir un Bénin plus uni, plus solidaire, que diriez-vous? Je dirais, en me référant à Ahmed Dossou, au bâtonnier Robert Dossou, la dernière fois, lorsque il a porté devant la Cour constitutionnelle le problème de communication de pièces seulement. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Communication de pièces pour mettre à égalité les partis. Mais non, c'est non. On n'a pas voulu de cela.
Et qu'est-ce qu'on a fait? On a condamné le président Zissou, enfin le Premier ministre Zissou, j'espère qu'il sera président un jour. Le Premier ministre Zissou, on l'a condamné parce que pour ne pas... Voilà des choses qui se passent. Non, ma conclusion, c'est que à l'heure actuelle, le pays ne marche pas. Le pays ne marche pas. On a beau nous miroiter les performances économiques, etc. Merci que le travail soit fait afin que le pays marche. On a compris votre adresse, Médéric, 15 secondes, c'est pas conclu. La justice est fortement instrumentalisée. Les 2 tentatives de révision de la Constitution illustrent l'échec du gouvernement. Le Bénin mérite largement mieux. Arrêtons d'ouvrir des fronts juridiques inutiles. Le Nigeria est à côté de nous et est la première puissance de l'Afrique. Arrimons-nous au Nigeria pour que dans la logique de la zone de libre-échange sur le continent, nous ne figurions pas sur la liste des pays qui seront mal servis. Merci à vous, Médéric. Merci à vous, Georges Banabé. Et surtout le dialogue national. Mesdames, Messieurs, le dialogue national, que les fils et filles de ce pays puissent s'asseoir, se regarder en face, se dire ce qui ne va pas pour que le Bénin puisse repartir sur de nouvelles et de bonnes bases. 100% Bénin pour le numéro du jour. On va s'en arrêter là et ce sera sur cette citation de l'écrivain français François Rabelais. Le temps mûrit toutes choses. Merci pour l'attention. À très bientôt.